Alright guys, I'm gonna be fucking honest with y'all. It's another one of those days. Post-election, America is fucked. Le monde n'a pas décidé de sortir des gaming news aujourd'hui. Fait que take it or leave it, man. I know, comme je le répète depuis le début de la semaine, c'est un sleeper semaine. Next week is gonna be the good stuff. Fait que, entre autres pour la victime minute d'aujourd'hui, on parle de GameStop qui va probablement faire travailler ses employés des heures supplémentaires pour... Actually, je rephrase. GameStop a mis en place un concours pour que leurs employés travaillent plus pendant Black Friday, which is bizarre. Sinon, de mémoire, pendant la victime minute, on parle de la Xbox Series S qui ne contient pas le storage space que tout le monde pensait, même si avec la PS5 actually. Tu sais, c'est marketé comme quoi 800 something gigabytes, mais finalement c'est pas le cas. Bref, there's gonna be more controversy coming in dans les prochains jours. That's just the way it is, man. That's the way the journalism, I guess, ou que l'information spread. But yeah, man. As usual, merci de support the content. There's more where that came from. Puis je vous le dis, next week, man, it's where it's gonna be at. So stay tuned. Puis encore une fois, merci de support the content malgré le slow news week. J'allais dire day, mais news week qu'on a among us, man. Actualité. The ball is in Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En tout cas, the user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La victime minute. Avec Victim. En manchette pour la victime minute du 4 novembre 2020. Les review scores pour Yakuza Like a Dragon sont out. Overall, positive reviews. Le jeu c'est présentement à 84 de Metascore sur Metacritic. Je sais pas si Alexis est là, qui me rappelle que Metacritic, ça veut rien dire. I don't care, Alexis. C'est un rassemblement de toutes les critiques. On va écouter le vidéo review de IGN, as we usually do quand il y a des embargoes qui sont liftés pour les jeux, puisque IGN, biggest entertainment website in the planet. Puis je sais pas s'il y a un bad review score que Nebel a listé. IGN en a donné un 7, on a déjà un spoiler. I guess on pourrait check out le video review de GameSpot as well. The Yakuza games have always been about delivering serious beatdowns, but the development team behind Yakuza Like a Dragon has taken arguably the boldest swing in the series to date. A shift from the reflex testing beat-em-up action of previous games to a more structured, turn-based JRPG-style combat system successfully manages to introduce a more tactical form of team-based street fighting without sacrificing any of the series' signature flair. A lengthy late-game level grind made completing its story more of a drudge than it needed to be, though. Meaning that although I found Like a Dragon to initially be as refreshing as a can of Suntory Highball, really tasty, by the end I felt as weary as someone who'd had a few cans in 2021, me semble. Yep. The switch to turn-based combat might be the biggest change in Yakuza Like a Dragon, but it isn't the only one. An entirely new cast of characters and a sprawling Yokohama setting combine to enhance a story that, while entertainingly bombastic throughout, doesn't really stray too far from the types of complex criminal conspiracies and preposterous plot twists that have become the standard for almost every mainline Yakuza game and spin-off to date. Main protagonist and ex-Yakuza clan member Ichiban Kasuga is a likable hero who wears his heart on the sleeve of his apparently mandatory leisure suit. However, it's the bonds he forms with the three other main characters who join him in his justice-seeking quest that really set Yakuza Like a Dragon apart from its predecessors in terms of drawing me into its world. Everyone's going through something. Having a friend to talk to just makes it a little easier. I don't know about you, but that doesn't look like a 2020 game to me.
Being a Yakuza game, Like a Dragon never suffers a shortage of street thugs waiting to bully you out of your bento box money. Yet while you might assume that a switch to turn-based combat would slow the speed of each brawl down to a crawl, fighting still manages to feel fluid and energetic despite the pauses in between individual attacks. This is thanks largely to every character in the scrap being in constant movement, R2, and certain real-time L2. inputs like perfect parries that keep you locked in during every fighting moment. But what really brings the spectacle of each turn-based beatdown is the sheer variety and complete insanity of the enemy types. While some of these are mere garden variety goons, the vast majority of villains are as loopy as a bowl of soba noodles, seemingly just as likely to crash a costume party as they are to smash your face in. Each dishes out their own unique sets of hilariously unconventional special moves that can inflict traditional status effects. Yeah, he's not the only one stunned into silence. Yo, l'attaque du dude, c'était flash. C'est parfait. Yeah, he's not the only one stunned into silence. Luckily, your own Fabulous Four have no shortage of spectacular moves at their disposal either. Individually, they're high impact and often hilarious. Fucking Automod, il arrête pas de censor fuck, man. Fuck you, Automod. It's the combinations in which you employ them that gives this new brand of Yakuza combat a far more strategic edge than ever before. Oh yeah, that's Japan. That deserves it. Besides, when was the last time you saw a man slap an excavator with a wad of cash? It's fighting out there, man. Unfortunately, the healthy variety of enemy types and wacky special moves only goes so far, and my enthusiasm for the fighting system eventually started to wear as I hit the final few chapters of the story. It's here that you face a series of boss fights that escalate significantly in difficulty, and the need to grind for levels really becomes apparent. I won't reveal any of the late game bosses here to avoid major spoilers, but please accept footage of this giant vacuum cleaner as a metaphor for how massively it sucks when you go from winning every fight comfortably to suddenly facing bosses capable of killing you in one hit. Your main options for farming XP are either to repeatedly slog through the drab concrete hallways of the Yokohama Underground Arena, or tackle the 30 floors of the Sotonbori fighting arena, which at least present a bit more variety. Yet neither of these two dedicated dungeon areas feature enemies that scale with you each time you restart them, meaning you only see relatively diminishing XP returns with each subsequent trip. I did it! All up, I'd estimate that I spent around 10 to 15 hours in the late game grinding my way to levels high enough to be able to overcome each of those last few bosses, slowing my progress through the story to a halt. Whoa, 10 hours to grind, no thanks. Just as it was very clearly trying to accelerate towards its climax. Sadly, the closing chapters of this latest Yakuza story felt less like a dragon and more like a drag. This sucks. That was good, that was good. The one thing I never got tired of was merely existing within the Yokohama setting. In a year where many of us have barely visited neighboring cities, let alone countries, the virtual tourism aspect of this latest Yakuza game felt more valuable to me than it ever has before in the series. Interesting Not only points, is Yokohama much larger than the Kamurocho and Osaka areas from previous games, it's also far more diverse. And as is typical for the series, there's no shortage of peculiar residents to interact with. Hey, dude, have you lost it? Or addictive activities to discover. I didn't give Mario Kart. While the grinding loops I endured late in its main story path had me wearily watching the clock, very little outside of the story ever felt like a waste of time and effort. Que everything. Mais c'est ça, tu sais. Tu vas-tu prioriser ce jeu-là avant Valhalla? Comme. I mean, it looks cool. Ça a l'air drôle. Ça a l'air un nice stream game. Mais comme. Tu sais. Timing est weird. Yakuza Like a Dragon's colourful turn-based combat, engaging lead characters, and detail-rich setting make for a refreshingly different and mostly thrilling installment in the long-running Japanese crime series. However, a number of escalating spikes in its closing chapters made completing its story feel like much more of a repetitive slog than any of the previous games. While I applaud the developers for daring to transform its established brawling into more tactically complex team-based battles, the increasingly grueling progression system it brings along with it means that Yakuza Like a Dragon ultimately takes some bold steps forward in a new direction for the series, but neglects to completely maintain its balance. The Demon Souls, yes. For more IGN reviews, check out our verdicts on Watch Dogs Legion and Pikmin 3 Deluxe. And for everything else, stick with IGN. Now, who's hungry? Est-ce que il a chié un œuf?
What the fuck did we just watch? D'un côté moins positif, Xbox Series S, man, apparemment a juste 364 gigabytes de user space pour les games and apps. C'est pas les Xbox nerds justement qui sont comme oh la PS5 a pas 1 terabyte, elle a 800 whatever. Le Xbox has better storage. How are you now? Je te les call Xbox Series S, le xCloud Machine. C'est un report qui vient tout droit de Reddit. Parce que le monde ont reçu leur console sooner than expected, justement sur le stream de Epic Joystick qui en parlait hier. Puis j'ai oublié de vous le dire, hein. J'ai oublié de me le dire au début du stream, mais ma PS5 pre-order has been charged. Fait que it's coming. It's coming, baby. PS5 is coming soon. Puis c'est ça, fait que reports comme quoi que justement le monde dans leur console, fait que there you go. Received the one early from the source Canada, feeling real lucky. Hope you all receive it soon. Puis c'est-tu le même gars? Yeah, dans son thread il a dit 364 gigabytes for games and apps. Dang, that's like one Call of Duty Warzone. C'est vrai. Apparemment, the medium has reportedly been refused classification in Australia. Why is that? From the same country that brought you Wake in Fright, Bloober Steam's mysterious psychological horror title, The Medium, has seemingly fallen foul of Australia's notoriously stringent rating system. A listing on the Australian government's classification database shows that The Medium received a refused classification rating when submitted to the board back in July. Est-ce que ça veut dire que le jeu est banni en Australie? According to a report by Kotaku, neither Bloober team nor the classification board has come forward with a reason as to why The Medium did not make the grade. While it could be that a simple admin error was made in the title's submission, Australia is notoriously strict on video game ratings, often censoring and outright banning adult video games for minor infractions, particularly the use of drugs. Over the years, many titles have been troubled by Australian censors, including South Park: The Stick of Truth, Hotline Miami 2, Silent Hill: Homecoming, The Witcher 2, and DayZ. Anyway, guys, you read that, you're comme, c'est plate pour The Medium. Mais c'est pas la seule affaire going for The Medium. The Medium sort en même temps que Cyberpunk 2077. Who the fuck is gonna buy The Medium on launch day quand t'as un jeu comme Cyberpunk qui sort en même temps? Let's be real. Let's keep it to the realness. Who the fuck is gonna buy that game? Xbox One users, Xbox Series X users, je veux dire, qui don't got no games, right? The Medium is definitely one of the most interesting early releases on the new Xbox platform, so here's hoping that this is merely a small submission error and that Australian horror fans will have the opportunity to enjoy The Medium in all of its mind-warping glory when it launches December 10th on PC and Xbox Series X. Ils vont acheter ce jeu-là parce que Cyberpunk va être encore delayed anyway. Oh god, bold statement, chat, bold statement. À moins d'être un core gamer qui a entendu parler de The Medium. Effectivement, ça c'est un autre bon point que Grondin il soulève. C'est qu'à moins que tu sois informé sur justement what is the fucking deal avec The Medium, quelqu'un qui walk au EB Games. Puis c'est quoi le box art de The Medium? C'est-tu le wallpaper? Ou c'est la madame qui tient... C'est ça le box art? Tu sais... Tu peux en témoigner que c'est un horror game. Mais sans plus. Tu sais, ça tease un peu le dual reality avec le monde genre plus dark puis le monde réel. Mais... first qui va au EB Games encore... A lot of people, believe it or not. Justement, I got a fucking story par rapport à GameStop et Games là. That's... Actually, je vais segue in avec ça, drette là. GameStop is having a TikTok competition for its employees and one of the prizes is 10 extra labor hours during Black Friday.
ceux qui comprennent pas ce que cet article-là dit, c'est que GameStop, l'équivalent du EB Games in America, font une compétition sur TikTok où est-ce que le magasin gagnant se mérite 10 heures de plus de travail durant le Black Friday. Who the fuck wants to win that contest? Black Friday is one of the worst fucking times to work ever. It makes no sense. Quand j'ai vu ça, j'ai pris le temps de lire l'article avant parce que je me suis dit, has to be an error. Puis ça le précise dans l'article, peut-être justement c'est un wording qui a mal été fait. Peut-être ça dit comme 10 extra labor hours, mais comme tu vas être payé 10 heures de plus, mais tu travailleras pas ces heures-là. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Parce que tu lis ça vite de même, and it makes no sense. You win a contest, tu travailles plus. Yes, you're gonna make more money. Mais comme, who the fuck wants to work on Black Friday? Puis, s'ils ne font pas de TikTok, ils perdent leur job. Je sais pas si c'est ça. C'est vraiment ça, tu gagnes 10 heures sur ta paye. Le rapport, c'est que t'es en train de donner de l'attention. They win. I guess que... Alexis, t'as quand même un point de vue, puis tu me fais chier de dire ça, parce que, obviously, GameStop is dying, puis ils veulent avoir de la presse. Motherfucker, I do not understand que tu donnerais 10 heures de plus de travail ou for a TikTok competition. They put the stop in GameStop. Ok, je vais lire l'article de The Gamer. GameStop has announced that it's running a TikTok competition across its stores, and one of the prize appears to be 10 extra labor hours during Black Friday. Cheers, but I reckon I'll leave the dancing to someone else. The news comes from GameStop conference portal, where the company's events team recently published details on the competition. According to the post in question, store managers are being asked to rope their teams into recording a synchronized dance on TikTok. You can watch a demonstration of the dance in the video embedded below, although I'm not really sure why do you want to. God damn, dude. Anyway, that's not the important bit. The winner of the challenge will receive an Echo 8, Echo Auto, $100 Visa gift card, and 10 additional labor hours to use during Black Friday week. The end of the post reads, imagine what you could do with all those prizes. C'est quoi ça, un Echo 8? C'est une affaire Amazon? Ok, c'est ça, c'est genre un... Non, ok, c'est pas un calendar, c'est genre une affaire Amazon, ok. I'll take the 100 quid, please. Not sure 10 hours during Global Nightmare Tech Week in the middle of a... fucking pandemic is much of a prize. I remind you, we are in a fucking pandemic, and you want to make your people... Why is even Black Friday... Pourquoi Black Friday exists cette année? Motherfucker, genre comme cancel that shit. Ça va être Corona spreading party, cette histoire-là. Ce que le monde devrait faire, ce que les retailers devraient faire, push le digital aspect du Black Friday, dire comme hey, si vous magasinez sur notre site web, vous allez avoir des meilleurs rabais qu'à l'habitude. Allez pas dans nos magasins! Allez pas dans nos magasins! We don't want to spread Rona. Le monde ne comprenne pas. Chris! Le monde sur TikTok sont comme hey, si je reste, si je fais la file à minuit pour une PS5, je vais-tu l'avoir? Dude! No public gatherings! We are in the middle of a pandemic. Wave 2, man. Combien de cas hier? 1000... Non, ça avait baissé. C'était quoi? 900 cas au Québec, puis comme 30 morts. We're not out of this yet. People don't listen. Au Canada, c'est tranquille, le Black Friday. Même à ça, moi, il devrait comme faire un règlement. Puis les retailers qui... Puis au Canada, là, je parle également. Faire en sorte que Chris, si ton magasin il est ouvert ou qui accueille genre les gros attroupements de personnes la journée du Black Friday, you get a fucking amende. The wording is admittedly pretty arcane. This could be an improper way of giving someone 10 hours off during Black Friday without amending their pay, which would be pretty nice, comme je l'ai mentionné. Alternatively, it could be that the store in question will be allocated 10 extra hours to help manage Black Friday demand, although you'd think a retailer being subsidized by Microsoft would be able to ensure its employees
aren't understaffed and underworked. Again, during a pandemic when most retailers have already fully adopted click and collect systems that resolve around limited store capacity, therefore ensuring employees aren't at heightened risk. The competition seems to have started yesterday and the winner will be reportedly announced on Friday. I don't know about you, but if I won a competition right now and someone said, your prize is an extra 10 hours of work right around the launch of next-gen consoles when loads of people are still refusing to even wear a mask, I'd probably ring in sick. And I'd probably do that too. Let's go to the PlayStation now. IGN reports PS5 DualSense controller seemingly features a removable faceplate. Est-ce que ça s'enligne sur plus de customization, there you go, options pour la DualSense? The PS5 DualSense controller's back, say black esti, black faceplate, there you go, I said it, is seemingly removable, suggesting that players could swap it out for custom designs in the future. As can be seen in a video by John, son nom c'est fucking Glasscock. What is going on this matin? The lower black plating that covers the thumbstick on the DualSense can be snapped out and reapplied with relative ease, with pretty much no tools required. Today, I'm going to show you some interesting features and things you probably didn't know about the new PS5 DualSense controller. And I gotta say, I am extremely excited because this is actually my first time ever using the new PS5 DualSense controller. And there's a lot of very interesting things that I noticed about it right away. So without further ado, let's go ahead and get started. So starting off at number 1 is the built-in microphone. You can talk to your friends using the front-facing microphone on the controller. But what's very interesting is there appears to be a second built-in microphone next to the reset button on the back of the controller, or at least that's what I think it is. You also have a mute button on the front of the controller for obvious reasons, a very nice PS logo, get to the good stuff, Mr. Cock, button, and on the bottom you have a headphone jack and secondary charging port. Okay, so this is the thing that really blew my mind about the new DualSense controller. Did you know that the front plate can easily snap on and off with pretty much no tools required? What this means is that you should be able to replace it with your own custom one if you wanted to. Very cool. Moving along, we have the new textured thumbsticks, which, believe it or not, are the same size as the ones on the DualShock 4. And what this means is if you already use custom thumbsticks like control freaks, then the ones you have will pretty much be a perfect fit on the new DualSense controller. Nice. Nice. I like that. Moi qui, justement, qui aime savoir des fat thumbsticks, là, we'll definitely use that. On the back, we also have a new texture design as well, which is actually the iconic PlayStation action symbols. If you look really close, what you will see is a bunch of squares, triangles, circles, and X's, or crosses, whatever you want to call it. The new DualSense controller also works on remote play with the PlayStation 4. J'aime pas les c'est quoi, c'est concave? J'aime quand les sticks, mais check, je peux te montrer. Moi, j'aime quand mes thumbsticks sont de même. Genre comme sont ondulés par en dedans, là. Puis j'utilise ça pour ma manette d'Xbox, puis pour ma manette de PS4. Ben, pour mon ancienne manette de PS4. Parce que, surtout sur Xbox, je trouve que les thumbsticks sont vraiment trop petits. Fait que, puts more grip. And just like the DualShock 4, you can get some pretty cool colors from the light bar when you play certain games. J'aime pas les thumbsticks de PlayStation. Really nice with the white controller. Last but certainly not least, the new PS5 DualSense controller will also work with the PlayStation 3. So while you cannot play your PS3 games on the PS5, you can play your PS3 games with a PS5 controller. Pretty confusing. But there you guys have it. Now you know some of the new features of the PS5 DualSense controller. On a du gameplay pour Devil May Cry 5 Special Edition on PS5. On a du Vergil gameplay, on a the first 8 minutes of the game, puis on a le Legendary Dark Knight mode. On va regarder principalement Vergil puis Legendary Dark Knight mode, parce que ça c'est les new features du jeu. First 8 minutes, don't really give a fuck. Ça fait overly covered. Devil May Cry 5 is already a special game in the hearts of many, myself included, but the next-gen version is about to get even more special thanks to the addition of everyone's favorite blue-clad, brooding son of Sparta, Vergil. I got to play the PlayStation 5 version of Devil May Cry 5 Special Edition to give him a test drive, and while he feels very similar to previous iterations, Vergil's got more than a few tricks. Ça a gagné Action Game of the Year, là, Alexis. Come on now.
If you've played as Vergil in previous Devil May Cry special editions, especially his iteration from Devil May Cry 4, you'll feel right at home with DMC5's version. He's once again got the Yamato, Beowulf, and Force Edge, though this time it's called the Miracle Edge, and a unique mechanic called Concentration more like Miracle that Whip. encourages a playstyle that fits with Vergil's personality. You see, Vergil is not like Dante or Nero. He's calm, collected, and above all else, precise in his movements and strikes. As such, if you're standing still or walking slowly towards your enemies, the concentration meter will start to fill. If you start running around, missing wildly, or get hit, the gauge will plummet. The higher your concentration, the more effective each of your weapons become. C'est drôle parce que ça m'a pris du temps avant d'apprécier DMC. J'ai dû revisit the older games pour comme catcher c'était quoi l'intérêt de Devil May Cry parce que quand la Xbox 360 est sortie, un des launch titles c'était justement Devil May Cry 4 Special Edition. Si je me trompe pas. Ou c'était Devil May Cry 4 tout court. Bref, whatever. DMC4, j'avais essayé, j'étais comme, what's the point of mashing buttons? J'avais jamais fini le jeu. Après ça, j'ai joué à DMC HD Collection. Et je fais comme, yo, les jeux ont de la date, but that's a cool ass universe. That's some cool ass gameplay. Cool ass mechanics. Puis pour ça, j'ai revisité Devil May Cry 4. J'ai caché que quand tu frappais, il fallait que tu payes sur le trigger pour charger ton whatever weapon. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Puis j'étais comme, that's a nice mechanic. Puis been a fan of the series ever since. Puis ils ont sorti DMC Devil May Cry, Ninja Theory, man. Blew my fucking world avec DMC Devil May Cry. Même si ce jeu-là a du notorious hate parce qu'ils ont changé le design de Dante. I don't give a fuck. I love that game. Best Devil May Cry, in my opinion. By a mile. Même si l'histoire est... Puis yeah, non, c'est juste des fun, button mashing, crazy action games qui ont un penchant un peu plus Japan, hein? C'est over the top, mais quand même. That's all carried over from previous Devil May Crys, but the biggest change to Vergil's gameplay in DMC5 Special Edition is how he handles Devil Trigger. Now, when he activates Devil Trigger, instead of taking on a demon form, he summons a doppelganger that will mimic his own actions, allowing you to double your damage output and also just generally look cool as all hell. C'est a bit too much. Je joue pas Bayonetta d'abord, feel the chill. Je joue pas Bayonetta. Si tu veux over the top là. Bayonetta c'est genre Devil May Cry on acid. That utilizes all of these summons. It's flashy and has great utility since any enemies that are defeated with it drop green health orbs, but the animation is a bit long for my personal liking and kinda gets a little bit old, so I actually ended up not using it all that much. If you're upset about the loss of his demon form, Devil May Not You Cry, because Vergil still has access to it. Though this time it's through his Sin Devil Trigger. C'est du bonbon pour les pouces, comme je le dis, mais Trigger energy into his Sin Devil Trigger meter, and when it's full, holding down L1 will transform Vergil into his demon form, which gives him health regeneration, powers up all of his existing moves, and gives him access to some gnarly special attacks that deal ridiculous amounts of damage. If it's not already apparent, Vergil is an extremely technical character. He doesn't have a double jump that lets him easily escape bad situations. He gets actively weaker whenever he gets hit, whiffs, or runs away due to his concentration meter. And while he's got a proper dodge c'est ça comme Méo il dit, le premier playthrough c'est toujours mash every button. Ce jeu-là encourage les subsequent playthroughs parce que t'unlocks des nouvelles habilités avec le temps aussi, là. Des nouveaux moves. Genre, there you go, je viens de le dire. Once his playstyle clicked with me, and I started learning how to best utilize his concentration mechanic, along with how to use my air trick to cancel the animations of both my attacks and their recoveries, Vergil became a blast to play, easily on par with the rest of the cast. Aside from Vergil and the returning turbo mode that brings the game speed up to 1.2 times the normal speed, Special Edition also adds Legendary Dark Knight mode, which is a new difficulty mode unlike anything the Devil May Cry series has ever seen. It ups the number of enemies on screen to near Muso levels of absurdity. I mean, just what the fuck? Finally, as for how DMC5 plays on the PS5, the Dualsense controller has an excellent form factor and felt great in my hands while playing.
Though, interestingly, Capcom decided to use the adaptive triggers to apply resistance on the left trigger when you try to rev Nero's Red Queen sword. Sure enough, it has the feel of revving a motorcycle, but considering how much any seasoned player uses that technique, having to apply extra force in order to get it to work got a little annoying very quickly. Fortunately, you can turn it off in the options menu. And that's all I got. Stay tuned for more Devil May Cry 5 Special Edition coverage, including a look at the various visual modes available in the Xbox Series X and PlayStation 5 as we get closer to launch. And also, while I got you here, why not check out our gameplay videos? Thanks for watching, and for everything else, keep it here on IGN. C'est que tu m'énerves. Un autre jeu qui s'en vient sur PS5 avec des upgrades. En fait, il s'en vient pas sur PS5, mais il va être jouable sur PS5, puis il va être upgradé avec the power of the performance mode, I guess. Days Gone, un jeu que j'ai joué en stream que it's like a 7 out of 10 game. Merci pour follow Zachary, by the way. Va être optimisé à 60 FPS avec du 4K dynamique, believe it or not. Ce jeu-là était poorly optimized à son lancement. Une des raisons pourquoi il y a eu des reviews un peu plus négatifs. Yeah, I mean, apparently le jeu a été patché beaucoup de fois par Ben Studio. Puis les save transfers de PS4 vont transférer à PS5. That's something to look forward to. Yeah. Cool shit. Question de la semaine, mesdames et messieurs. On parle de nos generation defining games to round us out today. Ladies and gentlemen, you've been fucking awesome avec vos réponses cette semaine. Je vous ai mis un peu de pression, not gonna lie. Je vous ai quand même un peu pressured de sortir des réponses. But y'all in the Discord, man, vous avez été fantastique. Shout out to every one of you qui participe and keeps the question of the week alive, man. Parce qu'honnêtement, je l'aurais sûrement retire après cette semaine si je vois qu'il n'y avait pas assez d'engouement pour la question de la semaine. Donc, je vous ai posé sur mes réseaux sociaux quels sont vos jeux qui ont défini la génération actuelle de consoles. On va aller par Twitter, Instagram. En fait, on va skip Instagram parce que personne n'a répondu sur Instagram. You fucks. I don't know what the fuck is up with Instagram. Man, sont easy. Man, quand c'est le gauntlet, man, fucking font un choix très facile. C'est tout le temps comme un choix plus qu'un autre. Mais pour qu'est-ce qui est de la question de la semaine, motherfuckers don't answer. I don't know what the fuck is up with them. Donc, on va commencer avec Twitter. On a Tunable qui dit numéro 1, The Witcher 3. Un RPG d'une grande générosité en termes de contenu et à la fois super bien travaillé. Numéro 2, Doom Eternal. Mon FPS solo préféré de cette gen. Je ne me suis pas autant amusé sur un FPS depuis longtemps. 3, Dark Souls 3. Le jeu qui m'a fait adorer ce type de jeu. There you go, Dark Souls 3 was good. Was good. Mais moi, mon jeu qui m'a fait adorer la série, c'est Dark Souls 2, sadly. Faites les dons pour chaque console. Mais il y en a qui l'ont fait pour chaque console, mais c'était Switch, PS4 puis Xbox One. Mais on écriront ce qu'ils veulent. C'est chiant d'écrire sur Insta. Sure, effectivement, même sur Twitter, je peux comprendre que c'est limité, mais... Regarde. Au moins Tunable, il l'a fait, hein? Il a été capable de garder ça en c'est quoi, c'est 240 caractères sur Twitter? C'est quoi la limite sur Twitter? Something like that. I don't fucking know. Bref, shout out Tunable qui a answer sur Twitter. Let's go to Discord maintenant. On a Boyoshi qui dit Devil May Cry 5 sur Xbox One qui m'a marqué. Yeah, that's cool. That's cool. On a Dyrick qui dit il y a plusieurs que je peux compter. Niveau exclu, c'est God of War PS4, Breath of the Wild sur Switch, Killer Instinct sur la Xbox One. J'en ai encore des frissons quand je réécoute le reveal. Et pour le multi-platform, motherfucking Doom. And I agree, Doom, le 2016, Doom 2016, nice revival of the franchise, définitivement. Le sleeper hit de l'année pour les shooters. I agree. On a Temporal qui dit, puis Temporal a soulevé un excellent point, je pense que le monde n'a pas pensé à ça. Disant, c'est pas un genre qui m'intéresse personnellement, mais l'influence de PUBG et de Fortnite sur la génération actuelle est indéniable. Deux jeux qui ont créé un nouveau genre à eux seuls. Effectivement. Puis même si tu remontes à un peu plus loin,
T'avais H1Z1, que c'était comme THE Battle Royale pendant un bout, mais obviously PUBG et Fortnite ont fait en sorte que le genre a explosé. Fait que non, effectivement, bonne déduction et bonne analyse. Il y a eu aussi l'explosion des Souls-like. Bien que ça a commencé dans la génération précédente, c'est dans cette génération-ci que ça a vraiment atteint son apogée. Look at this guy, using words like apogée. Avec les autres jeux de From Software comme Bloodborne et Sekiro, et les jeux d'autres devs comme Nioh, Code Vein, Hollow Knight, m'a pas commencé à toutes les nommer, lol. Mis à part ça, ça a quand même été une génération très variée, autant en termes de genre qu'en termes de scope et de budget, des gros AAA et des gros indies. Ceci étant dit, voici les jeux qui m'ont marqué durant cette génération. The Witcher 3, Dark Souls 3, Doom 2016, Nier Automata, Breath of the Wild, The Beginner's Guide, Undertale, Hollow Knight, Dragon Quest XI, Persona 5, Soma, Outer Wilds. Oui, vraiment. Une bonne liste, ça. Moi, personnellement, at the top of my head, là, si je regarde, ben, tu sais, Last of Us 2, obviously, Breath of the Wild, obviously, Mario Odyssey, obviously, God of War. Niveau indie, il y a beaucoup de indie qui m'ont marqué. Soma, Undertale, Hollow Knight que I can't believe ça m'a pris autant de temps avant de jouer à Hollow Knight. Asuka, pour vrai, prochaine fois qu'on se voit in real life, là, punch me parce que ce jeu-là est awesome. I can't wait for Hollow Knight 2. J'ai mis Halo 5, mais Halo 5 n'a pas vraiment defined the console, to be honest. Halo 5 was 8.5 out of 10. Controllers and keyboards. Niveau Xbox, nothing, man. Sekiro, c'est le masterpiece de FromSoft, in my opinion, en storytelling et le tueur de gaming journalist. Avec cette logique, je devrais-tu te puncher parce que t'as pas joué à Outer Wilds? I mean, maybe. We'll find out when I play the game. Ont été solides pour le genre de jeu de voiture. Yeah, mais c'est ça. Mais moi, je suis pas un gars de fucking automobile games. Sadly. On a Alexis qui dit: j'allais pas mal dire ce que Temporal a dit. Fortnite, le plus gros jeu de la gen. Un jeu gratuit qui a fait parler de lui aux nouvelles un peu partout. Si j'avais 11 ans, j'aurais trippé moi aussi. Une autre affaire également. L'ascension des free-to-play games. Tu sais, si on regarde une génération avant, tu sais, comme le seul free-to-play game qui avait un buzz, un hype, c'était genre League of Legends. Puis à part ça, les free-to-play games, c'était genre les jeux sur mobile ou genre les fucking jeux qui sortent puis qui sont dead après une semaine. I guess Dota, effectivement, Derek. Mais sinon, not much. Là, on regarde, at the top of my head, Fortnite, Apex, Rogue Company, TFT. I guess CSGO c'est rendu free-to-play. Warzone, Hearthstone, Genshin. There's a lot of free-to-play games. C'est des free-to-play games qui sont tenus. Qui ne meurent pas. Ben, moi je considère la Switch dans cette gen-là parce que c'est de la tech un peu old. Valorant, effectivement, Richie. C'est un jeu gratis de Epic. Yeah, non, for sure, là, les jeux de Epic, mais je parle plus en termes de multiplayer games. Moi avec Golden. C'est un jeu gratuit de Epic. J'en ai joué à 0. Hashtag not a gamer. Mais pour moi, la dernière génération a été l'éveil des indie games qui ont à maintes reprises déclassé les jeux AAA. Look at this dude, man. Bon, dire des affaires comme Godfall Game of the Year, mais il écrit bien. I love that. Stardew Valley, Cuphead, Celeste, Dead Cells, Shovel Knight, Untitled Goose Game, Rocket League, free-to-play game, Darkest Dungeon, Hades, Undertale, etc., etc. Sinon, Uncharted 4, Breath of the Wild, la série Tomb Raider et sur PC, Doom, Anthem, Vermintide, Dead by Daylight, il y en a tellement! Dans les gen defining, j'en ai oublié, mais pas dans un sens positif. Go ahead, Derek. Je suis curieux de voir qu'est-ce que tu vas dire. Oh my god. Oui. Fallout 76 en launch. Qui a force les devs à prendre plus de faire plus attention à leur lancement. Puis que ça soit polished, que ça soit un garbage, un bug-filled launch. Nous avons Breath of the Wild qui a réinventé la franchise d'une remarquable façon. Ensuite God of War et aussi Resident Evil 7. Je dirais pas que. Mais
Breath of the Wild is an amazing game. Vous savez comment que je suis. Zelda nerd, en peut finir. Mais de là à dire que ça a réinventé Zelda, that's a bold statement. Ça a pris des éléments qui étaient déjà dans Zelda, puis ça les a implémentés in modern fashion. Je veux dire, le premier Zelda, c'est littéralement Breath of the Wild. C'est aussi le gen des remakes. Ah ouais, remake, definitive editions, là, cette génération-ci, là, filled with that shit. De quoi Breath of the Wild, c'est pas Zelda? What the fuck you mean? Mais c'est restructuré d'une différente façon. Yeah, non, c'est ça. C'est comme un mix de toutes les Zelda ensemble, plus some new stuff, mais de là à dire que c'est une réinvention, not sure. Pour les fans de la série, c'était décevant. What do you mean c'était décevant? You have 120 shrines. Tu peux faire whatever. Le principal défaut avec Zelda depuis Twilight Princess, c'est que c'était fucking handholdy, linear. Ça prenait du temps avec le jeu pick up. Motherfucker, là, you are in the world. Tu joues 1 heure, t'es out of the Great Plateau, tu peux faire whatever you want, whatever you desire in the world. Ça visait un public plus jeune, mais pas leurs old fans. I'm not sure I understand where you're coming from, but I mean, that's fine. C'est un retour racine pure. C'est le descendant direct de The Legend of Zelda côté exploration. Yeah, non, c'est ça. Puis les hardcore Zelda fans vous diront que the reason why Twilight Princess puis Skyward Sword ne sont pas universellement appréciés, c'est parce qu'il n'y a pas le fucking sense of discovery qu'il y a dans les autres jeux. On prend Wind Waker. You got the fucking Great Sea, motherfucker! Tu peux aller wherever you want. Avec the King of Red Lions. Même si le jeu reste quand même linéaire. You got some exploration. Twilight Princess, oui, mais t'as des crises de zones bloquées dans la map avec le Twilight Realms jusqu'à temps que t'ailles au endgame, que la map est déverrouillée au complet. Skyward Sword, same shit. T'as des zones comme blocked off au lieu d'avoir l'entire Hyrule map. Là, t'as l'entire Hyrule map. You got one of the biggest fucking maps in video game history, and people still bitch about it. Regarde, nothing else needs to be said. C'est pas ça, mais il généralise de façon ce qu'il voit dans son entourage et non sur des vrais faits. En tout cas, I digress. Je suis pas ici pour shit talk sur vos opinions. Most of the time. On a Choup80 qui dit personnellement, les jeux qui m'ont le plus marqué étaient des jeux déjà disponibles sur les anciennes consoles. Final Fantasy XIV et Diablo 3. Mais cette génération de consoles a été marquée énormément par les remasters et remakes de plusieurs bons jeux. FF7 Remake, les remakes de Resident Evil. Pour ne nommer que ceux-là. Effectivement, avec Resident Evil, ça a recréé, ça a ramené du hype ou de l'amour pour une franchise que has been going sideways a bit depuis quelques titles. Resident Evil 5, sure, survival horror, mais comme buter des Africains avec un M16, c'est a bit weird. Resident Evil 6, fucking garbage game. On a Babouche qui dit: pour moi, Fortnite a clairement pris une place très particulière sur les dernières années de la génération. Déjà en termes de nombre de joueurs et une durée de vie pour un jeu free to play, mais également pour son marketing, l'épisode du Black Hole, bon point c'est Babouche, pour avoir brisé les frontières du gaming, les concerts pendant le confinement. 3. Pour ses méthodes, des mécaniques qui ne sont plus pensées par des développeurs, mais par des spécialistes de la psychologie cognitive. That's insane. Et je donnerais aussi une place particulière au Assassin's Creed Gaming Universe d'Ubisoft, qui a réussi à devenir la licence attendue quasiment chaque année par un groupe de noirs. De noirs. Is that racist? De noirs. De joueurs. Plutôt casual. Qui a mis en place le modèle d'une série de jeux où les évolutions sont mineures, prêts à consommer. Le McDo du jeu vidéo. Nice. Nice parallèle. On a GM qui dit: yes, same pour moi. Fortnite et compagnie ont marqué la dernière gen. C'est loin d'être un jeu que j'aime, mais je sais reconnaître quand quelque chose a été marquant pour le gaming. On a Gentleman qui dit: il y en a trop. Mais je dirais surtout les exclusifs Switch/PS4 en général. Il y en a pas gros qui m'ont déçu dans ceux que j'ai joué. True.
True stuff, true stuff. On a CMS qui a divisé ses jeux par console. On va commencer avec PS4. Kingdom Hearts The Story So Far, ok, les 3 bundles 1.5, 2.5 et 2.8 m'a fait découvrir une nouvelle série de jeux que j'ai adoré, donc je ne peux pas vraiment l'exclure. Certes, certains des jeux remake sont originalement sortis sur PS3, mais pas pour moi. Mais pour moi, je veux dire, j'ai découvert via les versions PS4. Autrement, The Last of Us est clairement excellent pour l'histoire. Bon, ok, le jeu est aussi sorti sur PS3, mais j'y ai joué en remastered sur PS4, ainsi que le 2. Haters gonna hate, j'ai aussi adoré Knack, ok. What is this? Knack, really? Premier jeu que j'ai joué sur PS4 dans le temps, en coop avec un ancien roommate à l'université. I guess qu'il y a un sentimental value accroché, fait que that makes sense. Du côté de Xbox, les jeux de la série Forza Horizon 2, 3 et 4, un pur plaisir à y jouer. L'aspect racing dans un monde ouvert vient me chercher. Autrement, et oui, je sais que c'est sorti sur PS4 aussi, mais je les ai pris sur Xbox, Guitar Hero Live et Rock Band 4 pour la relance des jeux rythmiques, même si ça a été pour un seul jeu de chaque série. Mais je pense que ça a vraiment eu son pic dans le previous gen, là, Xbox 360, Wii et PS3. Toutes les plastic peripherals era, là, le plastic peripheral era. Mais là, on a comme vu une réinvention cette gen-ci, surtout avec Guitar Hero Live, qu'à la place d'avoir 5 frets, t'en avais 6, puis t'en avais 3 en haut, puis 3 en bas. Puis que, comme quoi que t'avais beaucoup de jeux, pas de jeux, mais de tunes licencés, puis tu pouvais les jouer comme dans le music video, which was cool. Cette gen, c'est surtout Beat Saber, j'ai l'impression. Guitar Hero 3, yeah, Guitar Hero 3 was awesome. T'avais Tom Morello, Slash, The Devil. Du côté de la Switch, je crois bien que je ne peux pas passer à côté de The Legend of Zelda Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Surprise pour ma part avec Animal Crossing New Horizons que je me suis pris sans grande attente et que j'y ai joué beaucoup pendant mars-avril. Super Smash Bros. Ultimate a été très agréable et un très beau jeu pour la série. Tetris 99, ma game, m'a agréablement surpris pour donner une nouvelle tournure au jeu. Puis encore une fois, ça revient au Battle Royale qu'on a mentionné tantôt. Et peut-être moins connu, mais Fitness Boxing a été ma plus grosse surprise non-Nintendo. Vraiment un bon jeu d'entraînement. On a Deepain qui dit pour moi c'est The Witcher 3. Du sexe sur une licorne. Come on, beat that. The Legend of Zelda Breath of the Wild, la Souls Series, plus Bloodborne, plus Sekiro, m'ont permis de me familiariser avec le concept de jeu Reward Through Punishment. Et God, que j'aime ça d'être puni maintenant. Insert kinky face. Et God of War, boy. Le retour des JRPG Persona 5 et Octopath Traveler m'ont tellement plu. Sinon, plus récemment, Spider-Man, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 sur PS4 m'ont vraiment fait capoter. C'est vrai que on a vraiment vu plus de Souls-like cette génération-ci. Après Zelda. Mais tu l'as pas fini Zelda? Ou tu veux continuer à faire les shrines avec ça? On a Solutionnel qui dit pour la Switch, je dirais Breath of the Wild et Animal Crossing avec la popularité qu'il a eu. Pour PS4, The Last of Us 2, on peut en dire que ce sera un des games les plus controversés de la génération avec les divisions que ça aurait créé chez les joueurs. Et j'ai pas d'Xbox, so yeah. Est-ce que The Last of Us 2 c'est le jeu le plus controversial et divisive de la génération? Let's see. Tu dirais quoi sinon? Mais c'est ça que je suis en train de penser. Qu'est-ce qui pourrait être dans la conversation? Il n'y a aucun qui vient en tête. Yeah, fait que Last of Us. Shout out Naughty Dog. On achève, guys, on achève. On a le Wall of Text de Nelveska. Fait que please bear with me while I read this fucking story. Nelveska qui dit: je vais commencer avec ceux dont je me rappelle puisque ce sont les plus récents que j'ai joués. Final Fantasy VII Remake. Ayant toujours voulu faire l'original, mais n'y accrochant pas, j'avais beaucoup d'espoir pour le remake et je n'ai pas été déçu du tout. The Last of Us Part 2 me vient immédiatement en tête. Je crois que ce jeu n'a pas marqué que PS4, mais bien 2020 tout court. Le remaster de Final Fantasy 12
pour moi, a été un must. Ayant eu ce jeu avec ma PS2 dans le temps, j'étais charmé de retourner découvrir l'histoire de celui-ci. Persona 5 Royal, que je viens tout juste de terminer avec 121 heures d'investi, je peux le considérer comme un jeu ayant marqué la PS4 pour moi. Histoire accrochante, personnage vraiment nice, walls of text. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça, by the way. Tales of Vesperia Definitive Edition, belle découverte pour moi. Tales of Zestiria et Bezeria, Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. J'avais eu un coup de cœur pour le premier, le second ne m'a pas déçu. Genshin Impact, récemment sorti. Je pensais jouer ici et là, puis finalement, j'arrive pas à m'arrêter. Witcher 3, j'ai adoré mon expérience, même si je n'ai pas touché aux deux premiers. Nier Automata que j'ai récemment commencé, donc je n'ai pas une opinion complète sur celui-ci malheureusement. Horizon Zero Dawn que j'ai acheté Day One dans le temps, Infamous Second Son, Life is Strange, Uncharted 4, Knights of Azure, Shining Resonance, Refrain, Onikani, Death End Request 1 and 2, Dragon Star Varner, Mega Dimension Neptunia 7, Cyber Dimension Neptunia 4 Goddesses Online, Super Neptunia RPG, Fairy Fencer F Advent Dark Force, Detroit Become Human, Atelier, j'en ai 9, bientôt 10, et of course, Kingdom Hearts 3. Après 10 ans d'attente, je n'ai pas été déçu, évidemment. J'attends avec impatience Kingdom Hearts Melody of Memory, mais je sais très bien qu'il ne sera pas marquant pour la génération PS4, and I'm okay with that! PS4 a vraiment été la console qui m'a permis de découvrir à 200% le genre de jeu qui m'attirait le plus et de mieux m'identifier en tant que gamer. Wow! That's... c'est deep comme réflexion, puis je pense que t'es pas la seule qui a eu cette réflexion-là. Maintenant que c'est comme beaucoup plus accepté et beaucoup plus mainstream d'être un quote-unquote gamer. J'ai voyagé au travers de tous ces jeux, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai écouté attentivement l'histoire de tous ces personnages, je me suis reconnu dans certains d'entre eux, et c'est ce qui rend l'univers du gaming tellement beau et magique en un sens. J'ai hâte de voir ce que la prochaine génération de consoles va nous apporter. 6 days, chat! 6 days. On a Animus qui dit pour commencer PS4, Gal Remake et Persona 5, deux jeux complètement différents dans le style mais absolument indispensables à la console. Moi qui est un casual qui ne connaît rien à deux univers, j'ai été étonnamment surpris qu'il faut absolument avoir avec la console. Il y a d'autres jeux aussi, mais suffit de regarder un let's play pour être bien satisfait, mais pas avec ces jeux-là. Switch, il y en a trop, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Mario plus lapin, Mario plus lapin. Smash, Luigi's Mansion 3. Fucking someone says it! God damn! Probablement la console avec le plus d'exclus de cette dernière génération, mais qui a su trouver sa part de marché et de qualité. Oui, même Hyrule Warriors 2, which is not out yet. We'll see when the full game releases. Xbox, really, à part Sea of Thieves, qu'on trouve également sur PC, il n'y a vraiment pas grand chose qui me font faire un wow, kawaii! Quelques jeux intéressants comme Crackdown 3 ou Crackdown 3, motherfucker, la game is garbage. Halo et Forza, mais avec le Game Pass, la Xbox vaut plus vraiment la peine à part s'il y a The Game qui ne sort pas sur le Game Pass et qui est une exclue. Voilà mon verdict, évidemment qu'il y a plus de jeux que ça. But pour prendre la décision d'acheter une console, c'est ces jeux-là qui sont indispensables. Et en dernier lieu, on a Evoxies qui dit Witcher 3, un RPG phénoménal qui encore aujourd'hui hold up très bien et qui a un narratif out of this world. Smash Ultimate, le wet dream de n'importe quel TQ et Nintendo nerd, je vais ajouter. Un roster de fous, plein de personnages uniques et des DLC très hype, une formule gagnante. Breath of the Wild, une aventure magique remplie de secrets et de fun et exploration, expérience mémorable. Un excellent titre qui reste gravé dans nos mémoires pour un méchant bout. Et niveau PS4, Persona 5, God of War, Marvel Spider-Man, mais je peux pas en dire tant j'ai pas de PlayStation. Fait que there you have it, mesdames et messieurs. Question de la semaine, vos answers. God damn, on a été servi cette semaine. Can we get a round of applause for the community this week? Y'all been insane. On va essayer de concocter une question qui soulève davantage de réflexions ainsi que de answers for y'all en fin de semaine. Sûrement avoir un rapport avec Next Gen. Parce que
we're fucking 1 week out de la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, as I take my last sip of water of the broadcast, merci d'avoir tune in, man. On était en fucking... Vous avez tune in en grand nombre ce matin. I don't know what the fuck y'all were up to. Mais thanks for tuning in. I appreciate it. Thanks for supporting the broadcast. I try my best, again, comme j'ai dit. C'est une semaine pet sauce, man. Regarde, not a lot of content, but I try my best. C'est pour ça que je vous montre mon papier de toilette. Puis qu'on parle élection pendant 1h30 pour pour étirer la sauce du pre-show. Hey, il est quasiment 1h. What the fuck am I doing? Pet sauce et bustin' a nut. Exactement. Si t'avais à résumer le stream d'aujourd'hui, ça serait ça. Pet sauce et bustin' a fucking nut, dude. Fait que yeah, Discord is where it's at. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux personnels où est-ce que je shit-talk les bananas puis les muffins aux bananes puis je showcase ma beautiful mustache. Pendant la mustache, November, tout au long du mois de novembre, on ramasse des fonds pour November. Fait que chaque sub sur ma chaîne Twitch égale à $1 pour November. Fait que si vous appréciez le contenu, vous voulez encourager what I do here on the twitch.tvs, considérez l'abonnement soit avec votre Amazon Prime account ou avec le $5 a month subscription. Vous m'encouragez moi pendant mon arrêt de travail et vous encouragez le November également. Best gimmick account, yes. Puis yeah, on a quoi? On a ramassé comme presque $50 à date là en 3 jours, which is great. Cela étant dit, vous pouvez me suivre sur d'autres plateformes ou avoir la VIICTIIMINUTE sur d'autres plateformes en audio podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou en version vidéo sur YouTube. But I'm telling you, the Twitch stream is where it's at, man. There's nothing like the juice dans le Twitch stream. You don't want to miss that. Fait que venez faire un tour, support the live content. Yeah, thanks for tuning in, guys. Merci à tous ceux qui ont raid, qui ont cheered, qui ont follow, qui ont gifté des subs and all that. I don't know what the fuck is going on today. Hopefully, on va avoir des results pour who the fuck is the president. And yeah, I'm gonna take it easy pour le reste de la semaine, comme vous savez. Pas de night stream, même si j'ai beaucoup de temps libre ces temps-ci. Because next week, tu sais, on a eu le bedlam en général dans le monde, ou aux États-Unis plus principalement. But next week, ça va être le bedlam in the video game world. Fait que get ready, préparez-vous des réserves, cause motherfuckers, it's gonna be one fucking hell of a week, man. You don't want to miss that. Alright? Fait que sur ce, enjoy the rest of your day. I'm gonna leave you with some words of wisdom as I usually do. Khaled, take it away. C'est quoi Bedlam? C'est le state of confusion amongst the people. De ce que j'ai compris avec mes recherches d'hier. Parce que justement, je me demandais que ça voulait dire Bedlam à cause de Hassan. Puis une quick Google research m'a pointé vers ce droit chemin. Fait Khaled, take it away pour close us out. If you use Dove soap and cocoa butter, you feel no pain. Just know. This stream is not sponsored by Dove, but maybe one day. Thanks for tuning in, guys. On se voit demain pour une autre VIICTIIMINUTE à 9h. Enjoy the rest of your day. Be safe. Achetez du papier de toilette. Puis checkez si c'est des muffins au chocolat next time. Alright? Do that. Bye! Un autre jeu qui est prévu pour le launch window de PS5, c'est Ratchet & Clank Rift Apart. Puis ça a été confirmé par Insomniac, le développeur themselves, que le jeu sera seulement disponible sur PlayStation 5 pour certains launch... Ben en fait,